Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc Collin, donc compositeur, réalisateur. Oui. C'est l'invité donc de cette Creative Talk numéro 7 ou numéro 8. Ça passe tellement vite qu'on ne sait plus. Bonne année déjà. Bonne année également. Et puis merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, un plaisir. Alors on va pendant cette heure égrener un petit peu le parcours d'un compositeur, réalisateur, sound designer, documentariste, parce que tu travailles sur de nombreux sujets. Ouais. Je te propose de se tutoyer parce que c'est comme ça qu'on a préparé l'émission, ça sera beaucoup plus simple. Et puis, tu sais qu'on va donc avoir 4 parties dans cette émission. On va démarrer par cette première partie qui est donc l'immersion. On va s'intéresser sur tes méthodologies de conception, la manière dont tu vas évidemment appréhender un sujet, comment tu vas le réfléchir, le maturer, peut-être aussi, pourquoi pas, même d'ailleurs, mettre en place des notes d'intention pour essayer de convaincre des producteurs à te suivre sur un sujet. On va démarrer donc avec cette première partie, c'est donc l'immersion. Générique. Alors, on est sur ici une bande-annonce d'un film qui s'appelle Le Choc du futur. Ouais. Alors, peut-être laisser un petit peu les gens regarder la bande-annonce, mais en gros, c'est un... Alors, concernant l'immersion dans ce film, c'est une longue histoire, en fait. Je vais commencer par le début. En fait, moi, donc, comme je te disais, j'ai fait une école de cinéma quand j'avais 18-20 ans, qui s'appelait l'ESSEC, et en parallèle, je faisais de la musique. Et j'ai commencé à la sortie de l'école à essayer de faire des petits scénarios de court-métrage. Bon, on parle quand même de la fin des années 80, c'était pas si facile que ça de faire des films. Et, enfin, je veux dire au sens où le matériel technique, etc., c'était pas le même. Et là, j'envoie des scénarios au CREC, au CNC, à des divers guichets pour avoir des sous, et je n'obtiens rien. Et donc je me dis, bon, ben, ça va pas être facile, et en même temps, ce que je fais en musique, ça marche plutôt bien. Voilà, je fais partie en fait, de cette génération où on a commencé à faire de la musique justement électronique dans les années fin 80, début 90, et j'ai signé assez rapidement avec une maison de disques, et donc j'ai mis de côté complètement le côté cinéma, voilà, en me disant j'y reviendrai, j'y reviendrai. Voilà, c'est un peu une promesse que je me suis fait à moi-même. Et puis toutes ces années après, je me suis dit je veux toujours faire des films, mais on perd complètement la naïveté je veux dire, c'est pas de l'adolescence, mais quand même une certaine jeunesse où en fait on veut faire des films et on se demande vraiment pourquoi finalement. C'est-à-dire, en fait, on sent qu'on a envie de faire des films, mais qu'est-ce qu'on a à dire vraiment? Donc, je pense qu'on sait pas trop. Et plus on vieillit, plus à un moment donné on se dit mais ok, faire des films, ok, mais quel genre de film, à qui, pourquoi? Voilà, il y a déjà tellement de gens qui veulent faire des films, pourquoi est-ce que moi je vais me rajouter à la liste, voilà. Et tout d'un coup, ça m'est sauté comme ça aux yeux. Je me suis dit mais oui, bien sûr, il faut que je fasse des films sur la musique. Puisqu'évidemment, je suis musicien, j'ai une grande expérience de la musique, donc je vais faire un film sur la musique. Et là, ce qui est intéressant, peut-être, c'est que c'est vraiment un cheminement, en fait, de trouver le sujet. C'est-à-dire que c'est... Et moi, je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire qu'en fait, on part sur une idée, on se dit, tiens, j'ai envie... Moi, je me souviens, je voulais faire un film sur les rapports fan-star. C'était le point de départ, et c'est très important d'avoir un point de départ, parce que finalement, sinon, on ne sait pas trop, on a la page blanche, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Un point de départ. Et puis finalement, ça évolue. En fait, on écrit, on évolue, ça évolue. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un film sur une star, mais une star de la musique électronique. Dans les années 70, j'ai imaginé quelqu'un comme Jean-Michel Jarre, par exemple. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus intéressant si c'était une femme, plutôt qu'un homme. Et là, j'ai fait beaucoup de recherches. D'où le côté immersion, c'est-à-dire que j'ai vraiment regardé et lu tout ce que j'ai pu trouver sur les femmes dans la musique électronique. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un sujet qui intéressait de plus en plus les médias, qu'il y avait eu beaucoup de choses, que ce soit en Angleterre, dans Guardian, Libé en France, etc. En fait, sur ces femmes qui ont été oubliées.
en fait, voilà, qui ont fait de la musique électronique dans les années 60, 70, 80 et qui ont été oubliés. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que politiquement, voilà, c'est vraiment dans l'air du temps, ça va plus intéresser les gens. Je fais un petit aparté, moi que ce soit en musique ou en cinéma, j'ai cette double casquette d'être artiste et producteur. Donc sans cesse, je dialogue. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je me dis, oui, mais est-ce que c'est une idée qui est vendable? Enfin, voilà. Donc, et là, je me suis dit, oui, je vois comment je vais vendre ça aux médias. Et donc, j'ai commencé à réécrire. Et puis, finalement, j'ai eu cette idée de faire, voilà, Le Choc du futur, c'est en fait une femme dans les années 70, une jeune femme qui fait de la musique électronique, que personne ne prend au sérieux, parce que c'est trop tôt. Et puis, c'est une femme. Voilà. Et elle se bat. Et c'est le parcours d'un artiste en général. Hein. Ça va plus loin que ça, en fait. Hein. Et puis, j'ai volontairement écrit un film. C'était mon premier film, j'ai même pas fait de court-métrage, hein. J'ai fait des vidéoclips, c'est tout. Donc, volontairement très simple à faire, c'est-à-dire quasiment à huis clos, en fait, avec un petit budget, une petite équipe, en me disant, je vais faire un long-métrage avec les gros moyens d'un court, on va dire. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir vu que j'ai fait des musiques de films et beaucoup de disques, j'ai quand même accès aux gens du cinéma, j'ai accès à beaucoup de comédiens. Et donc après, j'ai fait mon casting, j'ai été voir des producteurs. Assez rapidement, j'ai trouvé un coproducteur. Moi, je tenais à le produire aussi moi-même. Et puis let's go, voilà, ça a été mon premier film. Donc l'immersion, c'est toute la recherche de toutes les archives que j'ai pu trouver, les interviews, pour créer mon personnage. J'ai vraiment emprunté beaucoup de bouts d'interviews, de dialogues, en fait, d'anecdotes, d'histoires que j'ai pris de tous ces personnages très différents. En fait, j'ai construit un personnage d'après plein de réelles femmes qui ont fait de la musique électronique. Et ensuite, l'immersion, c'est le côté mais qui est passionnant, c'est le côté décor, en fait. C'est-à-dire comment recréer un appartement de 1978, Paris. Voilà. Et c'est aussi, c'est le décor, la platine vinyle, voilà, les lampes, le canapé, etc. Comment ils sont habillés, comment ils parlent, en fait, comment on parlait dans les 70, l'expression qu'on avait à l'époque, c'était assez drôle. Et puis aussi, effectivement, tout le côté, les instruments de musique, qu'est-ce qu'on avait, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, j'ai un petit peu joué des fois avec la réalité, mais en gros c'est quand même ça. Et puis le temps, c'est-à-dire c'est la Coupe du Monde, la France est voilà, enfin c'est tout un truc en fait qu'il faut créer. C'est vraiment voilà, on est en 78, donc tout un monde à recréer et qui est assez passionnant en fait. Et quand on a tout ça, il faut trouver un très bon chef déco. Et puis. Mais dans ce film, il y a aussi toute une nouvelle jeunesse qui incarne cette histoire. Il y a Clara Luciani, il y a Alma Jodorowsky. Donc c'est un premier film. C'est délicat quand on fait un premier film de convaincre des stars ou en tout cas des gens qui vont aussi porter dans leur cadre, je dirais aussi d'artistes. Et on ne peut pas dire que Clara Luciani soit forcément une actrice à l'initiale. Donc comment on fait pour les approcher, pour les convaincre de participer à un premier film ? Alors, moi, je suis parti en fait, moi, je fais... j'ai fait une école de cinéma il y a très longtemps, mais c'était une autre époque. Donc, je me suis fait ma méthodologie tout seul, en fait. Et je me suis surtout dit, il y a énormément de choses, de parallèles, de ponts entre faire de la musique, faire des disques et faire des films, finalement. Et c'est pour ça que je me suis jeté à l'eau d'ailleurs, parce que faire effectivement des disques, être réalisateur, producteur, ça veut dire trouver une équipe technique, un genre du son, voilà, un mixeur, le mastering, c'est l'étalonnage, les comédiens, c'est des chanteurs. Enfin, donc c'est pas si différent. Ça coûte juste beaucoup plus cher en fait. Et en musique, moi, j'ai travaillé dans mon projet Nouvelle Vague, j'ai travaillé avec des gens comme très très connus, comme Vanessa Paradis, comme Julien Doré, enfin plein de gens très connus. Et c'est en fait les approcher en mettant en avant
Alors ça c'est ma méthode, hein, je ne sais pas si ça marche à chaque fois, mais je mets en avant quelque chose de très singulier en fait. C'est-à-dire voilà, je veux faire et je suis pas en train d'en voilà, je vais faire un petit film indépendant. Attention, mais par contre c'est un sujet fort, voilà, et la musique va être super. Et puis bon, là, j'ai un crédit par rapport à ça quand même. Et ensuite je passe par des voies privées, c'est-à-dire en fait je ne sais pas si je devrais dire ça, mais en général je passe pas par les agents. Voilà, je me débrouille pour avoir un contact direct. Et c'est toujours plus facile, en fait. Et puis, alors, dans le cas précis, Clara, moi, je la connais depuis qu'elle a 18 ans. Donc, quand je lui ai demandé de faire le film, elle n'était pas star. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'était beaucoup plus facile parce qu'elle m'a dit « Ah, mais j'adorerais jouer dans un film avec plaisir. » Voilà, génial. Et puis, comme je l'ai dirigée comme chanteuse, bon, bah, elle me fait confiance. Voilà. D'accord. Voilà. Et Alma, je n'avais pas travaillé avec elle en tant que chanteuse, mais elle avait un groupe. J'avais été la voir et je lui ai envoyé le scénario, tout simplement. Elle l'a lu, elle m'a dit écoute, super. Mais après, alors, c'est pareil en musique. Hein. C'est-à-dire que il faut cibler son casting en fonction de ce qu'on peut apporter aux gens aussi. C'est souvent l'erreur que font les gens. C'est-à-dire, on peut se dire, tiens, je vais demander à, je sais pas moi, à Marion Cotillard, ou je vais demander à Guillaume Canet, je suis sûr que ça va l'intéresser. Or, on peut se dire, mais non, mais quand tu proposes comme rôle, ils l'ont déjà fait. En fait, ça va pas les intéresser. Si on leur propose quelque chose d'extrêmement différent, qu'ils n'ont jamais fait, ce challenge peut les intéresser. Voilà, des choses qui les intéressent. Voilà. Alma Jodorowsky, elle avait encore pas beaucoup fait, peut-être même pas du tout, un film où elle tient le premier rôle de la première minute et la dernière minute du film. Donc pour un comédien, c'est un challenge. Voilà. On est à l'écran tout le film. Donc pour un comédien, même si dans ce film il n'y a pas forcément des scènes de dingue à jouer au niveau émotionnel, au niveau etc., c'est quand même, il faut tenir l'écran, voilà, pendant 1h30. Et je pense que ça intéresse un comédien. Voilà. Donc quand on sait effectivement arriver à trouver, voilà, Clara Luciani, elle n'avait jamais joué au cinéma, donc c'était l'occasion. Là, voilà, moi je suis en train de développer un biopic sur Erik Satie là, où j'ai demandé à Philippe Catherine. C'est pareil, de jouer et plutôt que de demander, parce que Philippe Catherine est très très sollicité aujourd'hui, forcément, il a gagné un César, etc. J'ai écrit un film où en fait il jouerait les deux frères. Ah oui. Les deux frères Satie. Donc c'était très intéressant pour un comédien, je pense, parce que tout de suite, il se voit jouer Eric et son frère Conrad, et en fait créer deux personnages, donc c'est tout de suite très intéressant. Bon, alors après, il se trouve que, évidemment, Philippe est fan d'Eric Satie, d'ailleurs, je pense que c'est la réincarnation d'Eric Satie, donc c'est, voilà. Mais moi, je pense que c'est important faut réfléchir avant à qui on va demander et pourquoi, et se mettre à sa place. Pourquoi est-ce que ça l'intéresserait, lui, de faire ce film? Voilà, c'est ça, la méthode. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au travers de cette méthode, du coup, il y a un engagement volontaire des artistes au travers d'une démarche qui dépasse finalement leur œuvre personnelle pour finalement rentrer un petit peu dans ton univers ou dans ta vision. Le fait de pouvoir partager comme ça une opinion quand on essaie de convaincre des artistes un peu en direct de participer à un projet, c'est effectivement extrêmement important. De toute façon, le plus important quand on veut développer un projet, c'est le pouvoir de conviction. En fait, que ce soit des acteurs ou des producteurs, des distributeurs. Tout se joue là, en fait. Il faut arriver avec une dynamique, une énergie, où les gens se disent il a vraiment l'air sûr de lui, bon, on va le suivre. En fait, c'est très important. Si on commence nous-mêmes, créateurs, à arriver en ayant plein de doutes, ça ne marchera pas. Voilà. Il faut arriver en disant, voilà, j'ai une super idée. Après, il ne s'agit pas d'arriver en super-héros en disant, j'ai tout compris à tout, je vais, voilà. Non, mais en disant, voilà, je pense que j'ai une super idée, voilà comment je vois les choses, etc., voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. Et là, bon, ça ne marche pas à tous les coups, mais généralement, les gens se disent, ah, il a l'air de savoir ce qu'il fait, donc en fait, je peux y aller. Parce que finalement, on peut rebondir sur ce qu'est un réalisateur, en fait, mais finalement, un réalisateur, c'est en fait tout simplement quelqu'un qui a une vision et qui arrive à la faire partager en fait, à une équipe. Et il ne faut surtout pas douter. C'est-à-dire que réalisateur sur un film, il faut donner son avis sur tout continuellement. En fait, sur est-ce que le petit bijou là, c'est bien, est-ce que le maquillage là, est-ce que le son là, c'est bien, voilà. Et si on n'est pas capable de savoir, si on ne sait pas,
les gens vont commencer à douter. Voilà. Donc il ne faut pas douter, il faut savoir, il faut être sûr de soi. Voilà. Alors, est-ce que du coup, quand on est sur le tournage, cette recherche qui a été effectuée sur le sujet, on sait très bien qu'un tournage, c'est long. Il y a des moments de grande intensité, il y a des moments d'intensité plutôt réduite, il y a des moments d'attente, il y a parfois aussi des moments de doute. Est-ce que le fait d'avoir fait des recherches, de maîtriser son sujet, notamment du point de vue du casting, mais également du décor, des éléments de référence, des dialogues, etc., le fait de porter son film avec autant de conviction, est-ce qu'il repose évidemment sur cette phase de recherche qui finalement est très démonstrative sur un tournage, parce que sur de la direction de comédien, utiliser tel ou tel instrument, ça a forcément une signification. Alors, j'ai pas énormément d'expérience en tant que réalisateur quand même, mais je suis pas sûr que cette force de conviction, je pense qu'on peut l'avoir pour tout après. Ouais. En fait, c'est-à-dire que, en fait, la force de conviction, c'est de se faire confiance et de se dire, comme je disais au tout début, j'ai des choses à dire, j'ai un univers personnel. À partir de là, et c'est pour ça qu'on peut demander à un grand réalisateur, je sais pas moi, à Lynch, on peut lui demander de faire une pub pour des lunettes, il va la faire. Enfin, même sans avoir, d'ailleurs à mon avis, aucune préparation. C'est-à-dire que après, c'est comment lui, il va tout de suite, tac, son cerveau va se dire, ok, bah, je vais faire ça, je vais mettre telle musique, etc., etc. Et voilà. Donc le côté recherche, etc., je suis même pas sûr que ce soit le truc vraiment qui fait la différence. Je pense que c'est évidemment important, parce que sinon on ne sait pas trop ce qu'on dit, mais quand on est sur un plateau, c'est juste cette façon de savoir savoir mener une équipe et que les gens vous suivent et vous font confiance en se disant on fait quelque chose de bien. Voilà. Alors, je terminerai juste sur cette phase de recherche. Notamment, il y a un documentaire qui est en ce moment sur différentes plateformes, notamment sur le rapport à l'histoire. Le cinéma et le rapport à l'histoire. Et en fait, il y avait des interviews de Patrice Lecomte qu'on a reçu ici par ailleurs, etc., mais qui disait que le rapport à l'histoire, c'était extrêmement important pour contextualiser et pour rationaliser en fait une création, puisque l'histoire n'a pas forcément objet d'être ancrée dans le réel. Mais le fait d'aller faire ces recherches et de se documenter pour apporter une preuve tangible à, je dirais, un univers dans lequel vont évidemment évoluer les comédiens, ça leur permet aussi d'être plus justes par rapport à une ligne de texte ou un dialogue, etc. Est-ce que tu as eu, toi, cette volonté, au travers de cette démarche de reconstitution, d'aider les comédiens et les comédiennes à s'approprier ce contexte qu'ils n'ont pas connu, hein? Non. Je sais pas trop, oui et non. C'est-à-dire que là, pour le coup, bon, c'est un film qui se passe en 78. Moi, j'avais 10 ans en 78, donc bon, j'ai un peu des souvenirs quand même mais c'est loin. Donc, mais je sais pas si c'est le plus important, parce que finalement, aujourd'hui, alors, bon, un film qui se passe dans les 70, c'est encore peut-être un peu, mais tout ce qui est film vraiment historique, moi, je préfère voir Marie-Antoinette de Coppola, par exemple, où je pense au film de Bonello, L'Apollonide, en fait, où en fait finalement ils ont pas un ton si comment dire policé, enfin un ton parce qu'en fait on le connaît pas de toute façon vraiment, on n'a pas d'archives sonores des gens qui parlaient à l'époque, mais je suis pas sûr que s'il faut vraiment faire un film historique, on doit conserver le ton de l'époque. Moi je pense qu'en fait on raconte une histoire, on crée un dialogue, on crée un univers. Les comédiens peuvent après jouer. Après eux, ça va les amuser de choper des expressions, d'avoir un truc comme ça. Mais de toute façon, on ne saura jamais si c'est exactement comme ça que ça se passait. Donc c'est une récréation de toute façon. Donc c'est en fait deux oppositions entre Coppola et Kubrick, quoi. Ouais. Où Barry Lyndon en refait tout à la chandelle, à la bougie. On va même d'ailleurs travailler sa lens pour qu'elle puisse capter des lumières extrêmement ténues, etc. Mais toi, tu serais plutôt du côté de Sofia Coppola, où finalement l'histoire ou son contexte est plutôt un prétexte à recomposer ou à recréer pour se l'approprier afin d'être plus libre vis-à-vis de la partition qu'on a jouée. En gros.
Non, mais parce que je rigole en pensant à Kubrick et Barry Lyndon. Mais mais après, moi j'adore Kubrick, mais c'est même pas le même métier. Enfin, c'est tout. Je veux dire, voilà. Enfin, après, moi, je conçois que si on me disait, voilà, t'as 10 ans devant toi et 10 millions de dollars, on peut s'amuser à éclairer la bougie, voilà. Mais bon, je pense que le cinéma, hélas, il y a quand même très très peu de gens maintenant qui peuvent faire ça. Et encore une fois, il recrée quoi? Il a pas vécu au XVIe siècle, donc en fait, on ne sait pas vraiment comment c'était éclairé. Oui, il y a des bougies, oui, on voit des peintures, mais bon, de toute façon, le côté réaliste, c'est de toute façon une recréation, quoi. Donc à partir de là, moi, je pense qu'on peut faire un peu plus ce qu'on veut, quoi. Voilà. Okay. Mais chacun, après, il faut, de toute façon, il faut une envie. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose je pense que Kubrick, il a dû se dire, génial, je vais m'éclater, je vais prendre des bougies, je vais faire la vraie lumière que personne n'a jamais fait au cinéma, etc. Je pense que c'est ce qui l'a motivé pour faire ce film. Donc c'est bien, et il a raison de le faire. Ben, je pense que c'est la transition toute trouvée pour aller faire un petit tour du côté de Versailles. C'est la rubrique conception. Ok. Alors, là, on va laisser quelques secondes le trailer. You're probably wondering, how did some young white boys living in the suburb of Paris become pop stars? Alors, est-ce que tu peux nous parler de Nouvelle Vague? Est-ce que tu peux nous parler aussi également du lien vis-à-vis de ce documentaire, ce documentaire que tu as pu faire? Finalement, moi je pense, je sais pas, c'est pas moi qui le dis en général, c'est que pour commencer à faire des films, pour n'importe quoi d'ailleurs, même des bouquins, j'imagine c'est pareil, c'est mieux de partir de son histoire. En fait, je pense que c'est un grand classique. Hein. Je pense aux 400 coups de Truffaut, enfin, il y a tous les premiers films pratiquement en fait racontent l'histoire du réalisateur. D'ailleurs, à mon avis, tous les films racontent l'histoire du réalisateur. Mais après, bon, il y en a qui sont vraiment particulièrement. Et donc moi, je pars en fait, je pars de mon histoire. Des gens m'ont dit sur le Choc du Futur que je racontais mon histoire. Alors c'est pas exactement ça, parce que je suis pas une femme et j'ai pas fait de la musique électronique dans les années 70. Mais j'ai fait de la musique un peu plus tard et j'ai eu les mêmes difficultés aussi. Enfin et puis c'est voilà. Donc alors là pour Versailles, c'est pour le coup vraiment mon histoire. Alors je la raconte en quelques lignes. Moi, j'ai fait de la musique avec les gens qui sont devenus tous ces groupes dont on vient de voir, hein, R, Phoenix, Alex Goffer, tout ça. Enfin, on était tous à Versailles, on faisait de la musique. Et quand je répétais, moi, le groupe qui répétait au-dessus de moi, c'était le groupe de Michel Gondry, c'était Oui Oui. Voilà. Et le groupe qui répétait en dessous, c'était les Satellites, qui sont un peu oubliés aujourd'hui, mais qui était un groupe des années 90 qui a pas mal marché. Et quand 20 ans, enfin même pas 20 ans en fait, hein, on va dire 15 ans plus tard, quand moi avec mon groupe Nouvelle Vague, je tournais, je sais pas moi, à Sydney ou à Los Angeles, souvent on me disait, ah bah tiens, il y a R qui est passé la semaine dernière et il y a Phoenix qui dit bonjour, qui passe la semaine. Et j'ai trouvé ça complètement dingue. Je me suis dit, mais si quelqu'un nous avait dit, voilà, quand on répétait dans notre cave qu'un jour on jouerait tous à l'international, c'était impossible à imaginer, quoi. C'était un rêve fou. Voilà, et j'ai trouvé que ce rêve fou qui en gros dit que tout est possible, en fait, j'avais envie de raconter cette histoire. Voilà. Donc j'ai fait un docu-fiction, parce qu'en fait, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui lui, n'y a pas cru autant que nous, et qui en 95, ça a dit, moi je m'en vais, il se passera jamais rien, donc je vais vivre à Seattle, aux États-Unis, là ça bouge beaucoup plus. Et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui part trop tôt, et qui arrive trop tard, puisque Seattle, c'était déjà fini, le grunge, etc. Et donc, nous, on n'entend plus parler de lui. Et puis, quand on va jouer à Seattle, après, nous, avec nos groupes, effectivement, on le retrouve.
10 ans après, et il nous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je comprends pas. Je suis resté là, je suis parti, et je vois maintenant tous les disques qui arrivent avec le nom de mes copains de classe qui sont dessus, donc je comprends pas. Donc je me suis servi de cette histoire pour créer une fiction, en fait. C'est-à-dire, je recrée, en fait, son histoire, et à chaque fois qu'il est dans le flashback, je mets vraiment, j'ai fait un gros travail d'archive, un gros travail de conception. Voilà. Et donc, le fait de repartir dans sa propre histoire te permet de nourrir aussi. Est-ce que tu réécris l'histoire ou est-ce que tu essaies d'être le plus fidèle à ce que tu as vécu? Forcément, il y a des perceptions qu'on recrée parce qu'on n'a pas tout vécu, on n'est pas omniscient quand on vit quelque chose. Alors là, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai été... moi, j'aime bien faire un film un peu comme un artisan, c'est-à-dire que j'aime bien tout faire, finalement, presque. Si je pouvais, je ferais le montage moi-même, en fait. Bon, j'ai essayé, je me suis dit, je vais quand même travailler avec un monteur, mais j'aime bien ce côté filmmaker, quoi. C'est-à-dire vraiment, en fait, on fait un film, c'est pas juste réaliser, en fait, c'est vraiment être à la base du scénario, choisir tous les comédiens, tout, etc. Et puis, et donc, j'ai fait les interviews de tous ces gens moi-même. Et ce qui était très drôle, c'est que, évidemment, dans mon souvenir, moi, c'était pas du tout ce qui s'était passé, quoi, en fait. Et ils m'ont raconté, je pense, la vérité, parce qu'en fait, 2-3 personnes qui racontent c'était après, voilà, une autre vision de ce qui s'était passé. Donc, non, j'ai voulu raconter. Bah là, dans ce cas-là, il y a quand même un documentaire, donc il faut raconter la réalité, enfin, le plus proche possible, en fait, quoi. Donc, j'ai pas voulu jouer trop avec l'histoire, non. Je pense qu'en fait, c'était pas l'idée. Quand on travaille sur ce type de projet, on va donc aller chercher à se reconnecter peut-être aussi aux endroits. Des endroits qui ont disparu, des endroits qui peut-être émettent une forme de nostalgie, même d'ailleurs quand on y retourne et que tout n'est plus là ou quoi que ce soit. Est-ce que dans un registre fictif comme celui-ci, sachant que tu es passé par ces endroits et que tu les revisites du point de vue de ton film, est-ce que ça t'a donné des inspirations? Est-ce que ça t'a donné des nouvelles idées? Puisque si on est dans cette phase de conception, c'est aussi parce que on a la volonté peut-être de nourrir une idée, d'autres idées. Comment ça s'est passé? Bah, ce qui est... moi, j'aime bien, en fait... Mon expérience pour l'instant, c'est que de toute façon, donc on a une phase d'écriture. Alors pour le Choc du futur, qui est vraiment un long métrage de fiction, et puis on a le tournage et on a le montage. Ouais. Et c'est pas le même film qu'on a à la fin, de toute façon. Donc c'est pas la peine. C'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'on est obligé de pour avoir des fonds, on est obligé de présenter un scénario. Voilà. Et alors qu'on sait très bien que ça sera pas ça le film finalement. Mais bon. Il faut aller le plus loin possible dans le scénario. C'est pour ça que moi j'adore les gens comme Godard ou Cassavetes qui finalement n'avaient pratiquement pas de scénario parce que ils ont raison, parce que finalement j'en reviens à l'idée d'auteur qui finalement peu importe ce qu'il a, il va juste faire quelque chose avec sa vision et c'est ça qui est le plus important, qu'il prenne n'importe quel sujet et ça j'aime bien cette liberté. Et là bon évidemment moi, je suis complètement contre, par exemple, ce truc qu'on entend très souvent dans le milieu du cinéma, je crois que c'est Gabin qui disait ça, un film, c'est un scénario, enfin, c'est un bon scénario, Je suis complètement contre. Je trouve que c'est pas vrai. C'est pas du cinéma. Ça, après, c'est autre chose. C'est un roman. Mais c'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est de l'image, c'est du son. C'est complètement autre chose. Bref. Bon, du coup, moi, j'ai rassemblé toutes ces interviews. Donc il faut vraiment avoir un esprit quand même de synthèse, parce qu'après, je devais avoir, je sais pas, une vingtaine d'heures d'interview. Donc il faut isoler par thème, par thématique. Donc il faut avoir des thématiques où on pense que voilà. Le problème après, c'est que, ah oui, là, ce que je n'ai pas dit, c'est que moi j'ai un parti pris dans les documentaires, parce que j'en ai fait un autre avant, c'est que je n'aime pas le côté statique de filmer des gens après les faits. Qui parle voilà, je me rappelle il y a 30 ans, voilà. Je pense que, je trouve que ça a été beaucoup fait et j'aime pas ça en fait. Donc en fait, moi j'aime bien partir des témoignages quand ça s'est fait. Ça veut dire que du coup, alors là j'avais des gens qui racontaient en audio, mais j'ai pas voulu les filmer en fait. Je me suis dit ça sert à rien. Mais le problème c'est que j'avais pas d'image. Donc la deuxième partie, c'est trouver les images. Alors trouver les images en fait, ça veut dire
Moi, c'est un film qui retrace l'histoire de cette scène versaillaise. Alors, cette scène versaillaise, il y a toute une partie au début où il n'y a pas de traces, puisqu'à l'époque, on avait très très peu de VHS, il n'y avait pas de téléphone qui filmait, hein, donc c'était très compliqué. Mais après, quand ils sont devenus connus, il y a plein d'émissions de télé. Donc, la deuxième partie, j'ai été voir l'INA, j'ai eu un partenariat avec eux, donc j'ai pu avoir accès à beaucoup d'images qui m'ont beaucoup servi. Mais la première partie, j'avais rien. Donc là, j'ai fouillé, j'ai trouvé ce que j'ai pu, j'ai demandé à tout le monde surtout, est-ce que vous avez des photos, est-ce que vous avez des vidéos? J'ai eu la chance que j'ai des gens qui m'ont trouvé vraiment des archives incroyables, que personne ne pensait que ça existait en fait. Et du coup, j'avais l'audio des interviews, des images d'archives, et tout le boulot du montage après, c'est effectivement de faire concorder les deux, avec des scènes qui des fois, j'avais pas d'image. Donc là, je les ai retournées. C'est-à-dire que j'ai fait comme si. C'est-à-dire que j'ai pris des petits jeunes, j'ai tourné en vidéo. Reconstitution, avec une vidéo d'époque. Pour le coup, là, une caméra. Alors, c'est même pas Super 8, c'est VHS, quoi. Vraiment SVHS, quoi. Enfin, vraiment, la caméra, voilà. Et qui donne un grain incroyable, en fait, avec le son. Et tout le monde m'a dit, mais c'est incroyable, comment t'as fait pour retrouver les images quand ils sont à l'école, quoi. Et évidemment que non. Et donc, ça, c'était. Donc, c'est vraiment une conception, mais que je fais. Voilà, c'est un pas après l'autre, et puis effectivement, moi je construis mon film avec le montage. C'est-à-dire que la partie fiction, elle est quand même statique, parce qu'on tourne quand même ce qu'on a écrit plus ou moins, et puis ensuite, on a un matériel qu'on peut pas retourner, quoi, donc c'est comme ça. Alors que la partie archive et la partie audio, etc., là, on peut toujours retrouver demain une archive qu'on n'avait pas. Donc il faut pouvoir se dire où est-ce que je vais la caler, etc. etc. Mais ça, moi j'aime beaucoup ce côté, effectivement, finalement on tourne, et puis ensuite on passe beaucoup de temps en fait à trouver un rythme, à trouver un grain, un mood. Exactement comme en musique, on peut enregistrer un groupe en une après-midi qui vont jouer, et puis ensuite on passe un temps fou à traiter le son pour avoir quelque chose de vraiment plus original, quoi. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, ou peut-être pas suffisamment précisé, c'est qu'à la base, tu es également compositeur. Oui. Et donc, cette notion de composer, on la retrouve dans ton approche, finalement, puisque on part d'une partition en groupe, et après, il va y avoir des choses qui vont changer, des éléments qui vont bouger. Le montage, c'est peut-être le moment où on enregistre des voix, on s'aperçoit qu'après, il y a les harmonies, etc. C'est exactement ça. Alors, c'est marrant parce que j'ai jamais pensé à ça vraiment comme ça, mais oui, parce que finalement, je suis tellement habitué à faire des formats, format chanson, format de musique de film, que le format, ça me fait pas peur. Ouais. Donc quand je fais un film, oui, j'ai un format bien sûr, mais j'ai une forme, et ça c'est moi j'emprunte beaucoup, et je sais qu'effectivement, ce qui est intéressant en musique, c'est qu'on peut enregistrer encore une fois un batteur et un guitariste qui vont avoir un son qui n'a aucun intérêt comme ça, on va prendre un micro, on enregistrer. Mais après, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on passe dans des compresseurs, des vieilles reverbs et ça, et on peut avoir un son après, on a l'impression qu'on a enregistré en 65 à Nashville. Voilà, et ça c'est intéressant. Et on peut faire la même chose avec les images. En fait, c'est pareil, avec l'étalonnage. En fait, on peut vraiment recréer le choc du futur. On a l'impression que c'est vraiment que ça a été shooté en Super 16 en 78, en fait. Alors que non, ça a été en film filmé en 4K. Enfin voilà, donc et ça, je trouve ça effectivement déjà assez moderne et puis intéressant, parce que on sait que finalement tout ne se joue pas au tournage. Oui. C'est ça en fait qui est important. Oui, voilà. Tu te dis que derrière tu as quand même t'as des petits filets. Exactement. C'est pas des petits filets, c'est qu'en fait ce sont des gros filets. C'est-à-dire qu'on peut vraiment construire, le montage que j'ai fait, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai trouvé un monteur extraordinaire. Et vraiment, c'est aller prendre des petits bouts, même quand la caméra s'arrête. Enfin, quand on dit effectivement couper et que la caméra tourne toujours, on a des petits regards, des petits jeux, des petits sourires qu'on a pris. C'est-à-dire qu'en fait, on a une matière en fait. Et moi, j'ai filmé avec 2 caméras. En fait, donc du coup, on peut vraiment avoir beaucoup de champs contre champs. Enfin, justement, on évite les champs contre champs, on filme tout, et du coup, on a une matière. Et moi, j'aime beaucoup ça, c'est avoir beaucoup de matière pour ensuite, effectivement, construire quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que tu as, du point de vue de la conception, un regard qui est très tourné vers l'image? C'est-à-dire, est-ce que tu te projettes tout de suite sur l'image que tu veux renvoyer? Est-ce que tu travailles cette image beaucoup avec des notes de référence, peut-être des références de photos? Ou alors, tu sais que de toute façon,
tu pars sur un registre technique et tu sais qu'après à l'étalonnage, avec le monteur, ça va se passer comme ça. Voilà. Moi, c'est comme ce que je disais en musique, en fait. Moi, en musique, je mets un micro. Moi, j'ai fait des disques comme ça qui ont bien marché, donc voilà. Je mets un micro, et puis, un bon micro quand même, et puis ensuite, on enregistre, et puis après, on fait ce qu'on veut. Et on a une matière. Voilà. Il faut en fait, le plus important, c'est de capter l'émotion, finalement. Peu importe, finalement, le micro, etc. Et au cinéma, c'est pareil. Il faut capter le moment où les comédiens donnent le meilleur, en fait. Et ça, donc c'est tout un climat. Il faut qu'ils soient en confiance. Il faut être prêt aussi. Il faut être prêt au bon moment. Et sur un plateau de tournage, j'ai découvert la patience, quoi. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les comédiens sont prêts, tout le monde est prêt, et on attend la lumière. Et ça, c'est terrible. Donc, il faut pouvoir, voilà, faut jouer avec ça, en fait. Et moi, honnêtement, j'ai un moniteur, je contrôle, mais je sais que ça changera après. Donc, je suis pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le jeu des comédiens. C'est vraiment ça qui m'intéresse, en fait. Et l'image, ça vient après. Alors, on parlait des chanteurs, on parlait de l'enregistrement, on parlait du micro. Je crois qu'on peut tout à fait aborder la troisième partie, qui est destinée à parler de la formulation. Alors, on va là pour le coup écouter Nouvelle Vague. Alors, c'est quoi Nouvelle Vague ? Alors, il faudra regarder le film, on comprendra tout. Nouvelle Vague, c'est un concept. Hein. C'est un concept de producteur. C'est-à-dire, un jour, je le raconte là, mais en gros, c'est deux choses. C'est jouer avec la mémoire et l'émotion et le sens d'un auditeur et le perturber. Parce que je l'ai vécu moi-même. J'ai entendu un jour à la radio, sur Radio Nova, une reprise d'un morceau et je ne savais plus si j'écoutais une reprise ou l'original, comment, j'étais perdu. Voilà. Et je me suis dit, c'est intéressant en fait, parce qu'aujourd'hui, des fois on a des sources, on ne sait plus trop en fait. Parce que comme on peut recréer exactement sur les années 60, comme on peut, voilà, donc il y a plein de choses intéressantes à faire. Et après, j'ai eu une vision, une sorte de vision d'artiste, on va dire. J'ai imaginé un voyage dans le temps et dans l'espace, où je prenais les chansons dites post-punk, new wave punk des années 70-80, faites essentiellement en Angleterre, et je les ai imaginées, qu'est-ce que ça donnerait si elles étaient chantées par une jeune chanteuse brésilienne sur une plage à Rio, en bossa nova. Donc c'est un voyage incroyable, et ça c'est donc le concept. Voilà. C'est donc. Alors je voulais aller beaucoup plus loin au départ, je voulais créer une fausse pochette de disque, en fait, comme si quelqu'un était tombé, un jour un journaliste en voyage à Rio, il tombe sur un disque et il voit en fait que toutes les chansons qu'il connaît, de The Cure, etc., en fait, finalement ce sont que des reprises de morceaux brésiliens des années 60 qu'on ne connaissait pas. Donc je voulais vraiment faire un petit truc un peu marrant comme ça. Et finalement, ça s'est pas été jusqu'à là. Je me suis arrêté voilà. C'est donc totalement conceptuel. Alors c'est vraiment une idée. Et puis ensuite une idée, il faut juste la faire. Et c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est plus facile qu'en cinéma parce que là il suffit d'appeler des chanteuses. Donc j'ai appelé mes amies chanteuses, à l'époque c'était Camille, etc. Et je lui dis voilà, est-ce que tu veux venir chanter cette chanson ? Alors ce qui était intéressant, c'est que Camille, pour la citer, en fait, elle connaissait pas ces chansons. Voilà. C'est pas son époque, elle connaissait pas.
Donc elle n'avait aucun modèle. Donc elle est venue, on lui a même pas fait écouter le morceau original. On lui a dit voilà les accords, voilà la mélodie, voilà le texte. Vas-y. Et là, elle a créé quelque chose de totalement personnel, en n'ayant aucun modèle. Elle ne sait pas du tout comment, si on prenait Police, comment le Sting il chante, enfin elle savait pas, rien du tout. Donc hop, elle a chanté comme ça. Et on s'est dit, bah, c'est super, ça nous plaît. Voilà. Et là, ensuite, on s'est dit, bon, on développe le projet. Donc on appelle d'autres chanteuses. Et puis ensuite, la réflexion c'est, ok, mais alors, d'accord. Donc là, c'est très conceptuel. Ce sont donc des chansons complètement dans un autre genre, etc. Mais comment est-ce qu'on représente ça? Et en fait, on a eu cette idée de demander à un designer anglais de faire de recréer des icônes féminines, en fait. Donc il l'a pas dit vraiment, mais je pense qu'il a pris la Calas, il a pris Anna Karina, des gens comme ça. Et donc il a symbolisé toutes les chanteuses de l'album par juste une icône. Et en fait, ce qui est donc la petite histoire, c'est que je me suis rendu compte que je reprenais des chansons dites du répertoire New Wave. En France, on dit New Wave, en Angleterre, on dit post-punk, mais en France, on dit New Wave. En Bossa Nova. Et Bossa Nova, en fait, ça veut dire nouvelle vague, ça veut dire New Wave. D'accord. Voilà. Donc là, on est dans le concept marketing pur, hein. C'est-à-dire ce qui a fait le tour du monde, c'est-à-dire effectivement, New Wave, ça se traduit par Bossa Nova, qui se traduit par nouvelle vague. Et les trois termes disent la même chose. Donc je me suis dit, bon, je vais appeler le projet Nouvelle Vague, ce qui est hyper gonflé quand même, hein, mais voilà. Et puis ensuite, on avait la pochette, on avait le nom, on avait les chansons. Et on s'est mis à... Moi, comme j'ai un label, je suis producteur, j'ai fait un petit sampler, en fait, à l'époque on faisait des CD. Je l'ai envoyé à la maison de disques en France, qui m'ont tous dit, c'est pas pour nous, on comprend rien. Et je l'ai envoyé en Angleterre, ils m'ont dit mais c'est génial, on va le faire. Voilà. J'avais contre les maisons de disques en France, mais là, pour le coup, ils n'avaient vraiment pas compris le truc. Et du coup, j'ai signé sur un label anglais qui avait vraiment compris la force du projet. Et on en a vendu plus d'1 million, et on a fait le tour du monde 10 fois, enfin 20 fois même. Et je parle de ça, c'est en 2004, et là, moi je ne suis plus avec eux sur scène. Et là, on a encore une grosse tournée en Angleterre de 20 dates en février, et aux États-Unis, ça continue quoi, en fait. Voilà. Et ça stream toujours énormément. Voilà. L'idée, en fait, c'est on prend donc un concept et on le remixe. On le redimensionne avec des artistes contemporains. C'est le parti pris de Camille qui réinterprète finalement un morceau qu'elle n'a jamais entendu, mais d'après les accords et la mélodie, en s'appropriant finalement ce morceau. Exactement, complètement. Voilà. Et alors, c'est quand même différent des approches de Béatrice Ardisson, qui remixait en fait des sons. Elle prenait par exemple The Cure et elle le faisait, donc du coup, peut-être par d'autres chanteurs, etc., sur des rythmes africains, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité à une nouvelle génération de s'approprier comme ça des morceaux qu'ils n'ont pas écoutés ou... C'est pas l'idée en fait, parce que je suis pas aussi altruiste que ça. En fait, je pense qu'un producteur artiste, on fait le projet pour soi à la base. Enfin, moi, je pense que tout ce qu'on fait, on le fait pour soi, en se disant si moi ça me plaît, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas à d'autres. Mais à la base, on le fait pour soi. Donc, moi, c'était vraiment parce que j'avais vraiment envie d'entendre ces chansons comme ça. Je me disais, ça va marcher. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sûr que ces mélodies, parce que pour aller développer le concept, c'est-à-dire que faut revenir quand même en début 2000, hein, l'époque a changé, hein. Ouais. Mais à l'époque, en fait, les années 80 étaient extrêmement mal vues encore, et deux, quand on parle de standards, on parle de Elton John, les Beatles, Stevie Wonder, Michael Jackson, encore, mais voilà. Et moi j'avais envie de dire, mais non, moi les standards de ma génération, c'est pas ça. Moi c'est pas les Beatles. Moi c'est The Cure. Voilà, moi c'est Joy Division. Et donc du coup, c'était de prouver que ces chansons, elles tenaient la route, et que même si elles avaient été écrites par des gens en colère, punk, en Angleterre, en années 70, eh ben on pouvait encore les écouter aujourd'hui de façon complètement différente. Et c'est ça qui a marché. Voilà. Et après, les chanteuses, le gros avantage, c'est quand on prend quelqu'un qui connaît une chanson par cœur,
il va forcément le chanter comme le chanteur original, Oui. parce qu'il va prendre l'éthique. Tout à fait. Voilà. Ouais. Quand il ne le connaît pas, il peut pas. Donc il va le faire tel que lui le sent, en fait. Il n'a aucun modèle. Donc là, il a une liberté absolue, et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'une des clés aussi du succès du projet, ça c'est intéressant, même si c'est difficile toujours à le faire, c'est qu'en fait, on n'avait aucune pression. C'est-à-dire que personne ne nous attendait, personne n'avait jamais fait ça. Et on y allait vraiment franco, parce qu'on a pris par exemple une chanteuse brésilienne. Moi je cherchais à la base je cherchais une chanteuse brésilienne, voilà, comme c'était ma vision. Sauf qu'à Paris j'ai fait le tour et je n'avais pas trouvé. J'en ai trouvé une, mais qui ne parlait pas anglais. Donc elle ne pouvait pas chanter en anglais. Donc c'était quand même difficile. Bon. On a fait 2 morceaux avec elle, et là on s'est dit, quand je dis on s'est dit, c'est parce que j'ai travaillé avec Olivier Dibo à l'époque, voilà, et on s'est dit, bon bah on peut pas aller plus loin parce qu'on peut, là ça va vraiment être dur, parce qu'elle vraiment, elle massacre les chansons, quoi. Faut en être conscient. Mais un charme énorme, mais elle massacre les paroles des chansons. Et quand on a envoyé ça à la presse en Angleterre, c'était qui tout double, c'est-à-dire qu'on aurait pu vraiment se faire descendre. D'ailleurs, il y a eu des gens. Il y a des gens, je me rappelle le NMI, ils ont tiré dessus à canon, quoi. C'est-à-dire vraiment genre, mais comment hostile ces Français prendre notre répertoire et faire ça. Mais heureusement, c'était finalement assez isolé, et 90% des miennes dans le monde entier, en fait, ont salué vraiment l'idée et comment ça s'est fait, et ils ont salué le culot, en fait. Et finalement, où on avait peur, on se dit, oui, mais alors les groupes originaux et les fans des groupes originaux vont vous tomber dessus. En fait, non. Ils ont vachement aimé, parce qu'en fait, on leur rend hommage aussi. Alors aujourd'hui, ça serait différent, parce qu'aujourd'hui, ces groupes, ils n'ont pas besoin de ça, et tout le monde s'accorde à dire qu'ils y a des films qui ont été faits sur Joy Division, enfin, ce sont des monstres sacrés. Mais à l'époque, c'était pas comme ça encore. Ce qui fait qu'on a vraiment, voilà. Et pour revenir à cette histoire d'artiste et de chanteuse, la grande différence avec Béatrice Ardisson, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas qu'un producteur, je suis un producteur-artiste. Ce qui est différent. C'est-à-dire que c'est pas j'ai une idée, je vais prendre des musiciens de jazz hyper bons, je vais prendre des chanteuses de jazz hyper, voilà, et on va faire ça. Ça existe. Il y en a plein, mais il n'y a pas d'âme dans le projet. Voilà, c'est un projet marketing qui peut effectivement plaire à une chaîne d'hôtels, mais ça ira pas plus loin que ça. Moi, en fait, je prends des gens qui sont des vrais artistes. Voilà. Donc du coup, ce qu'on fait ne ressemble à rien d'autre, parce qu'en fait, il y a des artistes derrière qui effectivement prennent des risques, etc., etc. Et c'est ça que les gens aiment et saluent. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que le projet a marché. En fait, c'est plus du coup lié à la personnalité de l'artiste. Oui, complètement. Et sa manière de s'approprier le sujet, plutôt que de prendre de très bons artistes anonymes, hein, et ils ont toutes leurs valeurs bien sûr, mais sur lesquels la personnalité finalement passe à l'arrière-plan. C'est ça. Mais c'est très important, en fait. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est le culot, c'est le risque. C'est-à-dire que un projet conceptuel autre, marketé par une maison de disques, n'aurait jamais fait comme ça, parce qu'ils auraient dit, oh, ce morceau, on peut pas le prendre, c'est quand même un peu trop, soit ça c'est pas assez connu, ça voilà, la mélodie est pas terrible. Voilà, nous on a tout osé en fait, parce qu'on n'avait pas de, voilà, on s'est dit allons-y en fait. Et moi, alors après avec le succès, etc., moi, ce qui me fait toujours vraiment rire, c'est que effectivement, parce qu'on nous a dit, oui, c'est de la musique un peu lounge dans les ascenseurs, etc. Oui, quelque part. Mais en même temps, être dans un ascenseur et écouter Too Drunk to Fuck des Dead Kennedys, chanté par Camille, c'est drôle. Parce qu'il y a des gens, à mon avis, qui sont surpris d'entendre ça. Et on a été amené à collaborer après avec une chaîne d'hôtels, le Méridien, en fait, Starwood Marriott. Et c'est ça qui était hyper drôle. C'est que du coup, voilà, on s'est mis, ces musiques sont passées dans des lieux où les gens pensent écouter quelque chose de sympathique en musique de fond, alors qu'en fait, les paroles sont vraiment pas du tout comme ça, quoi. On va passer à la dernière partie de cette émission, qui touche plus concrètement à cette aspérité musicale, puisque les casquettes sont nombreuses. Et donc là, on va arriver à un sujet sur lequel, qui était un petit peu en filigrane, mais qui est plus particulièrement lié à la musique de film. Donc c'est notre partie exécution. Alors, on a décidé de la placer plutôt, de placer cette casquette plutôt en quatrième partie, parce que la musique de film,
Elle peut intervenir, c'est vrai, plutôt en amont du projet. Le plus souvent, quand même, il y a un travail qui existe avec le réalisateur. Il y a aussi des images qui te parviennent, sur lesquelles tu dois évidemment composer une musique. Alors, on parlait de vision, on parlait de regard, on parlait de rentrer dans un chemin ou dans une aventure. Là, concrètement, on y est, mais tu changes un petit peu de registre. Peut-être, néanmoins, tu abordes finalement ces projets de la même manière ? Alors, c'est quand même très différent. Parce qu'en fait, tout ce dont je viens de parler, on parle quand même de liberté d'artiste. C'est-à-dire, en fait, on imagine des choses et on essaie de les faire, en fait. Faire une musique de film, c'est une commande quand même. Enfin, on n'est pas, c'est pas à la fin, on n'a pas le final cut. Voilà. Et ça change tout quand même. Voilà. Donc, moi, je peux pas me contenter de ça. Voilà. J'en ai fait des dizaines de musiques de films. C'est super. J'ai eu la chance de travailler avec des très bons réalisateurs, mais il y a forcément une frustration à un moment donné parce qu'on se dit, mais là, j'aurais préféré faire ça, etc. etc. Alors, moi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, mais ce qu'il faut dire aux gens qui vont peut-être faire des films plus tard, c'est que c'est toujours très compliqué, que ça soit partout, dans la pub, le documentaire, c'est que dans le cinéma, on a souvent des gens qui viennent alors soit de l'image, soit peut-être du théâtre, soit du texte, mais qui viennent pas forcément du son ou de la musique. Et c'est très compliqué pour eux, parce qu'à la fin, on demande à ces gens, en France, le réalisateur, c'est l'auteur, il décide de tout. Voilà. Donc à la fin, on dit à ces gens, ou en avant, on leur dit, bon bah voilà, et qu'est-ce que vous faites pour la musique de film ? Et là, beaucoup de réalisateurs n'ont aucune idée, en fait, parce que c'est pas leur truc. Voilà. On peut pas être bon partout. Enfin, voilà. Et donc, alors soit ils ont l'intelligence de se faire aider par des gens qui ont le métier, il y a des super boîtes qui font ça. Soit ils n'ont pas cette intelligence ou ils sont pas bien entourés et ils prennent, alors ça arrive de moins en moins quand même, mais ils prennent un cousin qui a fait du piano quand il était petit et ils se disent t'as qu'à faire ma musique quoi, voilà. Ou en tout cas ça les embarrasse, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi faire de ça. On leur refile un bébé là, ils savent pas quoi faire avec ça. Et ça c'est très compliqué. Et en pub c'est pareil en fait souvent, voilà. Et puis il y a un deuxième truc très 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 difficile, c'est que c'est très compliqué de communiquer sur la musique en fait. On se moque toujours un peu dans la pub en disant voilà, je veux que ça soit doux mais en même temps assez ardu. Enfin voilà, je veux que ça soit roux mais en même temps faut qu'il y ait. Enfin voilà, c'est très compliqué d'arriver à communiquer en fait ce qu'on a en tête en musique. Si on veut communiquer, nous, qu'est-ce qu'on aime dans la musique, on va dire quoi ? Ah oui, c'est très rythmé, mais en même temps, faut pas que ce soit trop rythmé. Enfin, on a du mal. Alors pour un compositeur, c'est très difficile parce faut qu'on décode, faut qu'on arrive à comprendre ce que le réalisateur a en tête. Voilà. Donc ça, c'est quand même, c'est vraiment du travail. Et alors souvent, on peut se planter. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est bien ou pas bien, c'est que les réalisateurs maintenant, dans un film, de toute façon, au montage, ils mettent beaucoup de musique. Parce qu'en fait, c'est très difficile pour un monteur, pour que ce soit en pub ou en film, en fait, de monter sans musique. Parce que on a l'impression qu'il manque quelque chose, quoi. Voilà. Donc en fait, alors dès qu'on met une musique, ça aide. En fait. Ça aide à trouver le rythme, etc. Alors, est-ce qu'il ne serait pas le temps d'illustrer ce propos avec un extrait, l'extrait d'un film que tu nous as ramené, c'est Tempo Felices. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cet extrait et de ce film ? Comment tu es arrivé à travailler dessus ? Alors c'est un film mexicain. J'ai gagné un prix avec cette musique d'ailleurs, au Mexique. Ouais. C'est une comédie. C'est un super film très très mignon, très sympa, mais il y avait énormément de musique à faire en fait, avec un réalisateur qui pour le coup adore la musique et qui avait une idée quand même assez précise de ce qu'il voulait. Alors, je sais pas si on écoute là, mais en fait il y a beaucoup de musiques différentes du coup dans la BO. Et là, en fait, ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui, alors on parle d'un film indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus... alors faut savoir que quand même, en tout cas en France, le budget de la musique dans un film c'est ridicule, c'est vraiment ce qui arrive à la fin, c'est comme ça. Voilà. Alors que c'est hyper important la musique dans un film. Voilà. Mais ça arrive à la fin et en général on n'a plus de budget. Donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. Là, le problème en fait c'est que du coup, comme je disais, le réalisateur il a déjà en tête beaucoup de musique qu'il a envie de mettre.
Alors, et souvent, parce que bon, alors voilà, pour essayer d'être un peu de résumer, en fait, jusqu'à il y a 15-20 ans, en fait, la musique du film, c'était très simple. On appelait un compositeur qui jouait un thème au piano, au réalisateur ou au producteur, et puis on bookait un orchestre, et puis on y va. Bon, voilà, c'était sans filet. Voilà. Aujourd'hui, il y a énormément de travail, ce qu'on appelle le synchro. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une musique supervisor en fait, qui place des morceaux qui existent déjà dans des films. Ce qui, en fait, restreint vachement le travail d'un compositeur de musique de film, qui maintenant, c'est très frustrant, parce que souvent, en fait, on arrive et finalement, il y a déjà beaucoup de scènes où il y a déjà un morceau. Voilà. Qui est connu ou pas connu, mais voilà. Alors, par contre, souvent, le réalisateur, voilà, lui, il sait pas, donc il va mettre, par exemple, un morceau des Rolling Stones. Voilà. Il va mettre Satisfaction des Rolling Stones sur une scène super. Il dit ça marche à fond. Voilà. Sauf que quand son producteur essaie d'avoir les droits, il se rend compte que ça coûte 400 000 € et qu'il ne peut pas. Alors il ne sait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? En fait, il demande à un artiste, alors il demande soit au musical supervisor, trouve-moi quelque chose, et c'est son boulot, dans le genre, mais beaucoup moins cher. Donc le type va chercher dans des trucs 60s, quelque chose avec ce type de son, ce type de rythmique beaucoup moins cher. Et s'il ne trouve pas, en fait, il peut aussi demander au compositeur, fais-moi quelque chose comme ça. Et moi, sur ce film mexicain, en fait, il y avait il y a des scènes qui se passent dans un salon de coiffure, et en fait, ils écoutent du punk, on en revient toujours au truc, hein, ils écoutent du punk tout le temps, et le réalisateur m'a dit, voilà, fais-nous 5 morceaux de punk. Ils se rendent pas compte que ça se fait pas comme ça, mais et puis c'est des tout petits bouts, parce qu'ils utilisent 30 secondes, 40 secondes, voilà. Donc c'est vraiment un travail très particulier. Alors dans ce film, j'ai dû vraiment faire le thème des thèmes, parce que hélas, nous, on se rappelle tous des thèmes de James Bond, des thèmes d'Ennio Morricone, enfin Michel Legrand. Donc c'était. Michel Legrand. Voilà. En fait, dans les années jusque dans les années 70, 80, dans les 80, 90, un compositeur composait un thème. Voilà. Il y avait effectivement. Aujourd'hui, on demande presque plus ça à un compositeur, en fait. On demande une ambiance ou on demande d'illustrer des scènes. Voilà. Il n'y a pas vraiment un thème qui revient. D'ailleurs, il n'y a plus de tubes de musique de film. Ça n'existe plus, en fait. Je me rappelle, le professionnel et le Morricone, enfin des choses comme ça, voilà. Et du coup, un compositeur, maintenant, il est obligé de, quand même faire des musiques qui collent à l'image avec le mood que donne le réalisateur. On peut proposer des choses, mais bon, voilà. 2, de refaire à la manière de plein de morceaux qu'il a mis, en fait, dont il n'a pas les droits. Il faut effectivement travailler avec des chanteurs, parce que des fois, il y a des chansons. Donc il faut refaire avec des chansons. Mais c'est pour ça qu'on m'appelle aussi d'ailleurs, parce que tu vois, je sais faire des chansons, je sais faire des reprises de chansons, je sais arranger, etc. Et donc c'est un travail vraiment, là pour le coup, il faut avoir beaucoup de casquettes, et ça peut être un peu décourageant. Et puis en général, il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà, je fais un constat un peu dark, mais je pense que beaucoup de compositeurs diraient la même chose en fait. Moi, je connais beaucoup de compositeurs de musique de film, et à chaque fois, il y a quand même une frustration. Voilà. Après, il y a aussi des moments de grâce. Moi, j'ai fait la musique d'un film de science-fiction américain, et c'était génial, parce que là, pour beaucoup, le réalisateur m'a dit, voilà, invente la musique qui va avec ce monde que j'ai créé. Donc là, j'ai été génial, j'ai pu vraiment donner la cœur joie. J'ai fait la musique d'un film allemand qui se passe en Allemagne de l'Est dans les années 80, avec les premiers trucs de musique électronique, de hip-hop. Et là, c'est pareil, je me suis éclaté, quoi. Donc après, on peut aussi s'éclater, hein. Vraiment, je veux pas être trop, voilà. Mais c'est quand même pas facile. Et puis bon, voilà, on peut très bien faire des super morceaux, et puis on les présente, et puis le réalisateur dit non. Alors, composer, on parlait d'harmonie, de petites touches, de fait de composer un peu comme ça, et puis rapidement, pour ceux qui travaillent un peu sur GarageBand et qui commencent un petit peu à tâtonner en sound design ou en composition, c'est finalement la même approche quand on fait une chanson, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver quelque chose qui renvoie, je dirais, comme tu l'as dit, à l'ambiance, etc. Mais la composition en elle-même, c'est des suites d'accords, c'est des harmonies, c'est des références, c'est des choses comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé, parce qu'en fait, on a accès à des banques de sons gigantesques qui, à peu près, refont tout. Donc,
soit on a besoin on va demander à un compositeur d'avoir vraiment un son à lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi, quand on parlait de R, pourquoi maintenant ils font des musiques de films? C'est parce qu'ils ont un son à eux. Et qu'en fait, on les appelle pour ça, en fait. Donc un compositeur qui vient vraiment que de la musique de film, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens, en fait, qui font des musiques de film ont été avant des gens qui ont fait de la pop, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, sinon, la composition en soi, elle existe presque plus, parce que on prend, si on veut, moi j'ai des banques de sons, c'est genre orchestre Hollywood, voilà, attention, scène de suspense. J'ai tout. J'ai les batteries, les percussions, j'ai les cordes qui font le mouvement, j'ai les changements harmoniques que je veux. Donc je n'ai même plus à composer, en fait. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est trouver le bon agencement. Et ça, c'est du goût et de la culture, en fait. C'est se dire, bon, bah, ça c'est nul, ça par contre, ça j'aime bien, et voilà. Mais concrètement, on n'a plus forcément à être au piano et à composer sa suite d'accords, etc. On peut tout à fait prendre ça. Et moi, j'ai aucun problème avec ça, parce que de toute façon, voilà, tout a été fait en musique. Enfin, personne va composer un thème inouï. Donc, de toute façon, autant jouer avec ce qu'on a, voilà. Et on joue avec les codes. On joue avec les références, les codes, l'histoire de la musique de film. En fait. Et c'est ça qui est, je trouve aujourd'hui, est intéressant. Et quand on écoute les musiques de film en général à Hollywood, enfin, c'est que des choses au violon qu'on a entendues 1000 fois. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Et donc en général, ce qu'on demande aujourd'hui à un compositeur de musique de film, c'est de savoir diriger des cordes pour des projets qui ont le budget. C'est tout, en fait. Voilà. Et ce passif punk, est-ce qu'il apporte cette couleur à la musique que tu composes, à l'approche? Alors l'approche, oui, parce que justement, c'est une approche en fait, ce qu'on appelait do it yourself, c'est-à-dire, moi j'ai étudié un peu la musique, je sais écrire la musique, je connais la musique, mais j'ai pas besoin, je me sens libre en fait de faire à peu près ce que je veux. Et en disant, voilà, encore une fois, c'est ma façon d'envisager les sons et la musique et les couleurs que je vais prendre, les couleurs des instruments et les références qui vont faire que en fait je vais créer quelque chose qui va plaire ou pas, mais en tout cas qui va être original. Parce qu'après tout le truc, c'est d'avoir son son à soi. Parce qu'après il y a deux types de compositeurs. Comme je disais, il y a des gens on va demander pour des documentaires ou des films, c'est ce qu'on appelle la musique au mètre avant. C'est-à-dire voilà, fais-moi des cordes pendant 3 minutes là. Voilà, c'est-à-dire je veux des mouvements comme ça, on l'entend en fond, et voilà, donc là, etc. Ou on va dire, voilà, je veux vraiment avoir une ambiance de dingue, avec quelque chose de super, qui est à la fois urbain, trap, qui met de la techno, machin. Donc, c'est très, il y a des profils extrêmement différents maintenant, en fait. Hein. Voilà. D'où à Hollywood, les gens qui s'associent d'ailleurs, qui associent des producteurs des techno avec des gens qui écrivent des cordes, etc. quoi, en fait. Ben merci. Et ben voilà. Merci Marc, parce que c'est à la fois très complet, très généreux de ta part de nous expliquer un petit peu tous ces registres, toutes ces approches, etc. Je voudrais vraiment te remercier pour tous ces. Voilà, c'est bien justement vu que j'ai fait une école de cinéma, je sais aussi que c'est bien c'est marrant parce que quand je faisais cette école de cinéma, ils avaient invité Patrice Lecomte, tu vois. Ah bah, voilà. Alors, Patrice, on l'a invité il y a quelques temps, mais on va le réinviter avec grand plaisir. Et c'était super ce qu'il avait raconté. Ouais. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment des fois c'est intéressant d'écouter ce que les gens qui font vraiment en fait expliquent, parce que c'est souvent différent. Et moi, quand j'ai commencé, je voulais faire du cinéma, il y avait encore l'école de l'assistanat. C'est-à-dire qu'on était 3e, 2e, 1er, et ensuite on pouvait faire des films. Voilà. Et un mec comme Besson a complètement changé ça, en fait. Et aujourd'hui, ça n'a même pas l'idée de quelqu'un, je pense, de se dire je vais faire 2e, 3e pour arriver à faire un film. Ah bah, certainement qu'il y a toute une génération qui ne connaît pas toutes ces difficultés. Ils ne savent même pas. Pour accéder à. Complètement. Ouais. Donc c'est intéressant de voir que le métier a complètement changé et qu'on voit, voilà. Est-ce que du coup, c'est pas la punkitude qui s'est aussi emparée de. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de. Il y a toujours une hiérarchie, mais en tout cas, c'est beaucoup plus.
Voilà, oui, c'est moins. Je pense que le cinéma dans les années 50, c'est la nouvelle vague, c'était c'était extrêmement sclérosé. C'était voilà, lui il fait ci, il fait ça, il touchera pas à autre chose. Voilà. Moi, ce qui m'a choqué dans le monde du cinéma, parce qu'on n'a pas ça en musique. Il y a deux choses. Je peux peut-être finir avec ça en fait, qui sont très différentes. C'est qu'un, il y a quand même encore une hiérarchie dans le cinéma. Quand on va, et moi c'était très drôle quand je faisais des musiques de films. Parce que là, pour le coup, là, on est vraiment un électron libre. C'est-à-dire que les tables sur un plateau, c'est vraiment alors la table du réalisateur avec les comédiens principaux, avec le producteur quand il est là. Après, il y a la table des techniciens. Après, il y a la table des comédiens secondaires, etc. Tout est hyper hiérarchisé. Voilà. Un assistant d'écho va jamais être à la table là où il y a. Voilà. Alors, des fois, on comprend pourquoi, mais en même temps, c'est bizarre. En fait, il y a vraiment un truc très, très comme ça. Et alors qu'en musique, on n'a pas ça, quoi. Un assistant peut très bien aller prendre un café. Enfin, il y a pas de, on se dit pas, tiens, voilà. Et le second truc, la seconde vraie différence, qui est très étonnante aussi, c'est qu'en musique, on ne juge pas une œuvre par comment elle a été faite. C'est-à-dire qu'en fait, on entend un morceau à la radio, on aime ou on n'aime pas. Mais on se dit pas, c'est super parce que ça a coûté 300 000 € dans les meilleurs studios hollywoodiens et que ça a été fait par machin. Or, un film est jugé par son budget. C'est-à-dire qu'en fait, les films, en fait, on parle d'un film de 2 millions, un film de moins d'1 million, d'un film de 5 millions, en fait. Et si on fait un film de 5 millions, on doit avoir les salles qui vont avec enfin, tout, c'est vraiment pareil, c'est très hiérarchisé, en fait. Et là, il y a un manque, ça change, mais il y a un manque quand même vraiment de, je comprends pas très bien, en fait. Alors qu'on peut faire un film de 5 millions qui est nul, enfin, il y a pas de, et on peut faire un film avec 400 000 € qui est génial, en fait. Mais quand on va voir des gens, vraiment au milieu professionnel en disant, j'ai fait un film de 400 000 €, on va pas être pris au sérieux. On va dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voilà. On peut même pas le distribuer. 400 000 €, c'est rien. Voilà. Alors qu'on peut faire un super film. Il y a des exemples, Soderbergh avec plein de gens, etc. Et ça, c'est une vraie différence qui est un peu en vrai. Donc, ce qui veut dire aussi également pour nos amis étudiants qui, bien souvent, n'ont pas non plus beaucoup de moyens pour monter leur premier film, ce qui compte, c'est pas évidemment l'investissement de départ, c'est l'investissement personnel qu'on y met en termes d'énergie, en termes de vision et en termes de créativité pour emporter toute une équipe à épouser le projet. C'est l'idée. Et moi, je pense que pour commencer, il faut essayer de quand même faire quelque chose qui coûte pas cher. Je pense que à moins d'avoir vraiment une idée hallucinante, géniale, qui n'a jamais été faite, ça va être très difficile de lever 5 millions pour un premier film comme ça. Donc je pense qu'il faut commencer avec... Et puis en plus, on apprend de toute façon. On apprend. Vaut mieux apprendre en prenant quand même moins de risques. Voilà. Donc il faut vraiment commencer avec des choses simples à faire. Pas beaucoup de décors, pas beaucoup de comédiens, une équipe technique réduite. Et puis on apprend le métier comme ça. Merci beaucoup, Marc. Merci. Et puis, au plaisir de se croiser éventuellement aussi en cours. Ouais, et puis, collaborer sur des opérations pédagogiques avec les étudiants avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci à tous et puis à très bientôt donc, pour la Creative Talk numéro 8 ou 9, on ne sait plus. On les enchaîne.